Ensuite, nous allons parler des ondes, ou bien des ondes lumineuses visibles, ou bien des radiations lumineuses visibles. Alors, la lumière, c'est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. Leur longueur d'onde dans le vide, ils sont situés entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, du violet au rouge. Alors, et la fréquence de 7,5 10 puissance 14 jusqu'à 3,7 10 puissance 14. Et la fréquence, il peut être déterminée par la relation précédente, reliant F lambda 0 égale C sur F. On peut déterminer la fréquence correspondante à chaque longueur d'onde. Et entre ces deux limites extrêmes de la bande des radiations lumineuses visibles, il y a toutes les autres fréquences, ça veut dire toutes les autres couleurs pour l'œil. Ça veut dire on va du violet au rouge en passant par les autres couleurs, comme le vert, le bleu, le vert, le jaune, etc. Alors ce domaine des lumières visibles, dans le spectre des ondes électromagnétiques, alors ce domaine visible, il ne constitue qu'une très petite partie, du rouge au violet. Alors vous avez ici d'abord cet axe, c'est la fréquence en Hertz, et l'autre axe dans le sens inverse, c'est lambda 0, ça veut dire la longueur d'onde dans le vide, en mètres. Alors vous observez que les axes sont inversés parce que lambda 0 égale C sur F. Si la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue et inversement. Alors à côté du rouge, il y a le domaine des radiations infrarouges. Ensuite, il y a les micro-ondes. Alors ce sont les ondes électromagnétiques utilisées dans les radars et dans les fours à micro-ondes. Les ondes radio utilisées pour les émissions radio. De l'autre côté du visible, il y a l'ultraviolet. Il y a aussi les rayons X utilisés dans l'imagerie médicale et les rayons gamma de forte fréquence qu'on va voir dans un prochain chapitre. Ensuite, on va passer à ce paragraphe sur la propagation d'une onde lumineuse dans les milieux transparents. Alors, nous avons dit que la lumière a une célérité qui dépend du milieu matériel dans lequel elle se propage. Et c'est pour cela que nous avons défini ce qu'on appelle une grandeur appelée l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Parce que chaque milieu transparent se comporte différemment vis-à-vis de la lumière. Alors, cet indice de réfraction, il est défini ainsi. N égale C sur V. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, elle est toujours la même. Mais V, c'est la célérité de la lumière dans ce milieu pour lequel on définit l'indice de réfraction. Alors N, c'est un nom, c'est une grandeur sans dimension, parce que c'est une célérité divisée par une célérité, ça veut dire qu'elle est sans unité, et elle doit être toujours supérieure ou égale à 1, parce que la célérité de la lumière dans un milieu matériel quelconque, elle est toujours inférieure à la célérité de la lumière dans le vide. Donc C supérieur à V, ce qui veut dire que C sur V, il est supérieur à 1 et elle peut être égale à 1 lorsque on calcule cet indice de réfraction dans le vide, dans lequel V égale à C, donc C sur C égale 1. Alors j'ai ici un tableau présentant quelques exemples. Alors, le milieu, le vide, l'air, l'eau, le verre ordinaire, le cristal et le diamant. Alors, ce sont des milieux différents. Vous avez ici le vide, absence de matière, l'air, l'eau, le verre ordinaire, le cristal. Alors, le cristal, c'est un verre
contenant un certain pourcentage de plomb. Le diamant, c'est une autre matière, il est constitué de carbone disposé d'une certaine façon. Alors, l'indice, alors pour le vide, vous avez C divisé par C, la célérité dans le vide est divisée par la célérité dans le vide, donc c'est 1. L'air, alors l'air, la célérité de la lumière dans l'air, elle est très légèrement inférieure à C. Ça veut dire que V, il est peu différente de C, donc C sur V, elle est un peu supérieure à 1, mais elle est très proche de 1. C'est pour cela qu'après, pratiquement, on va considérer l'indice de réfraction de l'air comme pratiquement égal à 1. Ensuite, il y a l'eau 1,33, le verre ordinaire 1,50, le cristal 1,63, le diamant 2,42. Donc, chaque milieu matériel présente un certain indice de réfraction vis-à-vis de la lumière. Ensuite, dans cette ligne, dans la dernière ligne, j'ai placé la longueur d'onde dans le vide, lambda 0 en nanomètres. Alors, dans le vide, l'indice de réfraction c'est 1, quelle que soit la longueur d'onde dans le vide. Dans l'air, de même, la même chose. Dans l'eau, alors cette valeur, elle est donnée pour 590 nanomètres. Et de même pour les autres. Ça veut dire que ces indices de réfraction, ici, ils dépendent de la longueur d'onde dans le vide. Alors c'est pour cela, après que nous allons définir ce qu'on appelle un milieu dispersif et un milieu non dispersif, parce que dans un chapitre précédent, nous avons dit que le milieu est dispersif lorsque la célérité dépend de la fréquence de la source. La célérité de l'onde dans ce milieu dépend de la fréquence de la source. Alors ici, les milieux le milieu est dit non dispersif si la célérité ne dépend pas de F, ça veut dire la même définition. Sauf ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter que puisque N ne dépend pas de F, alors parce que V, la célérité ne dépend pas de la fréquence et N dépend de V, donc par transitivité, N ne dépend pas de F, ne dépend pas de la fréquence et aussi elle ne dépend pas de lambda 0 parce que lambda 0 c'est C sur F. Donc dans un milieu non dispersif, le milieu est dit non dispersif si la célérité si V ne dépend pas de F, donc N ne dépend ni de F ni de lambda 0. Mais pour les milieux dispersifs, la célérité V, elle dépend de la fréquence, donc de lambda 0, selon cette relation. Et puisque N dépend de V, donc N va dépendre de la fréquence de la lumière qui la traverse, qui traverse ce milieu, et aussi il dépend de lambda 0. Et ce qui est important ici encore, c'est que, parce que nous avons vu que la fréquence, elle détermine une couleur, et inversement, une lumière monochromatique, elle a une certaine couleur, elle a une certaine fréquence. Alors, puisque N dépend de la fréquence, donc elle va dépendre de la couleur de la lumière monochromatique qui se propage dans ce milieu. Exemple, le vert, par exemple, dont est formé le prisme avec lequel on a travaillé dans une animation précédente. Ce vert, il se comporte différemment selon la couleur. Alors, si il est traversé par une couleur rouge, par exemple, il aurait un indice de réfraction. S'il est traversé par une couleur verte, elle aurait un autre indice de réfraction. Et cette propriété qu'un milieu transparent de se comporter différemment d'une lumière monochromatique à une autre, cette propriété se manifeste par la formation de ce qu'on appelle des spectres de la lumière blanche. Alors ici, comme on l'a vu déjà au cours des animations précédentes, nous allons observer ces trois cas. Le spectre d'une radiation monochromatique d'abord. Alors ici, on utilise toujours un prisme. Un prisme, c'est un milieu transparent en général en verre, limité par deux faces non parallèles. Et on envoie sur la première face un faisceau laser monochromatique. Alors, on observe que ce faisceau, il est dévié. Voici la direction initiale, voici la direction à la sortie du prisme.
Alors ce faisceau s'appelle le faisceau incident et celui-là le faisceau émergent, ça veut dire qui émerge, qui sort du prisme. Alors, alors ce faisceau ici, dans ce cas, on observe qu'il est formé, qu'il a la même couleur, même fréquence. Si on utilise, on refait la même expérience en utilisant une autre lumière et on observe que le faisceau émergent, il dévie, toujours il y a des déviations, mais ici on observe la formation on observe l'émergence de trois couleurs, ou bien trois fréquences différentes, F1 dans le rouge, F2 dans le vert, F3 dans le bleu. Et ils sont déviés différemment. On observe que le rouge, il est moins dévié, vient après le vert, ensuite le plus dévié, c'est le bleu. Alors on dit que ce spectre, c'est un spectre discontinu, et on peut conclure que cette lumière, elle est formée de ces trois fréquences à la fois. Ça veut dire que, si on revient à celle-ci, puisque celle-ci donne une seule fréquence, ça veut dire que le faisceau laser, ce faisceau laser, il est formé d'une seule fréquence. Donc cette lumière, elle est monochromatique, il ne peut pas être décomposé en d'autres. Par contre, celle-ci, elle est polychromatique, elle est formée de plusieurs fréquences, donc le prisme la décompose en plusieurs, et ensuite, si on envoie sur cette surface la lumière blanche, on observe la formation d'un spectre continu. Il est continu du rouge jusqu'au violet, ce sont les limites extrêmes de la lumière visible. Et le rouge, il est le moins dévié, le violet, il est le plus dévié, et entre le rouge et le violet, il y a toutes les couleurs visibles à l'œil humain, ça veut dire le vert, le jaune, le bleu, etc. Et c'est un spectre continu, différent. Il est différent de celui-ci qui est discontinu. Ça veut dire que la lumière blanche, elle est formée de toutes les couleurs dans le spectre visible. Autre remarque, c'est que lorsqu'on parle de lumière, de couleur, et en la comparant avec la fréquence, alors la couleur, c'est une sensation visuelle. Alors la couleur, ici vous avez une couleur rouge. Elle correspond à une certaine fréquence. Alors là, l'œil perçoit une couleur rouge. Ici, cette lumière, elle est formée de trois fréquences, par exemple. Comme exemple, alors l'œil, elle va percevoir une certaine couleur qui est la synthèse de ces trois couleurs observées après le prisme. Donc l'œil, elle perçoit une couleur, mais elle ne peut pas distinguer est-ce qu'elle est monochromatique ou bien non, et quelles sont les fréquences qui la composent. Autre chose, c'est que, revenons à cette expérience. Alors cette expérience, c'est ce qui se passe ici, la décomposition de la lumière blanche en toutes les couleurs qui la composent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion de la lumière. Et après, on va voir quelle est la relation entre ce qui se passe ici et la définition qu'on a déjà donnée au phénomène de dispersion, parce qu'on a dit que le phénomène de dispersion, il y a dispersion lorsque la célérité dépend de la fréquence. On va relier cette définition avec ce qui se passe ici. Et avant d'interpréter ce phénomène de dispersion de la lumière, nous allons d'abord faire un rappel sur la réfraction de la lumière. Alors, en général, une réfraction de la lumière se passe lorsque la lumière passe d'un milieu transparent dans un autre milieu transparent. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque la lumière passe de l'air dans l'eau d'une piscine, ou bien l'inverse. Alors ici, j'ai représenté par un schéma ce qui se passe. Alors, je suppose la lumière passer d'un milieu 1 à un milieu 2. Ce sont deux milieux transparents, et un milieu transparent, il est toujours caractérisé par son indice de réfraction. Alors ici, le milieu 1 d'indice N1, le milieu 2 d'indice N2. Alors on envoie
un rayon lumineux ou bien un faisceau lumineux SI sur la surface de séparation entre les deux milieux. Alors cette surface s'appelle un dioptre. La surface d'une piscine, par exemple, qui sépare l'eau en dessous de l'air qui est au-dessus, c'est un dioptre. Alors le faisceau SI tombe sur le point I. Alors le I, c'est le point d'incidence. En passant du milieu 1 dans le milieu 2, ce faisceau, il échange de direction. Alors c'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Vous avez ici cette perpendiculaire au dioptre, au point I, que j'appelle la normale au dioptre. Et vous avez le faisceau SI, c'est le faisceau incident. Le faisceau IR, c'est le faisceau réfracté. Ça veut dire qu'il a subi la réfraction. Et cet angle entre la normale et le faisceau, la direction du faisceau incident, cet angle s'appelle l'angle d'incidence. Cet angle entre la normale et le faisceau réfracté s'appelle l'angle de réfraction. Observez les angles d'incidence et de réfraction, ils sont toujours entre la normale et soit le faisceau incident, soit le faisceau réfracté. Alors la réfraction, lorsqu'il y a réfraction, il est régi par deux lois, c'est ce qu'on appelle les lois de Descartes pour la réfraction. Alors la première loi, c'est que la direction du faisceau incident, la direction du faisceau réfracté et la normale au dioptre, au point d'incidence, ces trois, le faisceau à la direction de l'incident, du réfracté et la normale, doivent être sur le même plan. Ça veut dire que si sur ce tableau, sur le plan du tableau, on a le rayon incident, la normale, on ne peut pas avoir un rayon réfracté devant le tableau ou bien en arrière du tableau. Ensuite, la deuxième loi de Descartes pour la réfraction, elle relie les indices de réfraction des deux milieux et les angles I1 d'incidence et I2 de réfraction. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors, il y a deux cas qu'on doit savoir. D'abord, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 donne la relation sinus I1 sur sinus I2 égale N2 sur N1. Alors, il y a deux cas qu'on doit connaître. Le cas où N2 est supérieur à N1, ça veut dire l'indice de réfraction du deuxième milieu est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 1. Donc, on dit dans ce cas que le deuxième milieu est plus réfringent que le premier. Exemple, lorsque la lumière, par exemple, passe de l'air d'indice n égale 1 dans l'eau d'indice n égale 1,33. Alors dans ce cas, n2 sur n1, c'est une valeur supérieure à 1. Donc, vu cette relation, on a sinus I1 sur sinus I2, elle est supérieure à 1. Donc, sinus I1 est supérieur à sinus I2. Donc, I1 est supérieur à I2. Alors, c'est le cas de ce schéma. Observez que I1, il est bien supérieur à I2. Et dans ce cas, on dit que le faisceau réfracté s'approche de la normale. Qu'est-ce que ça veut dire s'approche de la normale? Voici la direction du faisceau SI, le faisceau incident. Voici la direction, c'est la même direction, ça veut dire c'est la direction initiale. Alors qu'est-ce qu'il a fait le faisceau réfracté? Il s'est rapproché de la normale. Dans le cas inverse, ça veut dire si N2 est inférieur à N1, par exemple, lorsque la lumière passe, par exemple, de l'eau d'une piscine vers l'air en dessus. Alors dans ce cas, elle passe d'un milieu plus réfringent dans un milieu moins réfringent, ou bien le deuxième milieu est moins réfringent que le premier, ça veut dire l'inverse de ce qui se passe ici. Alors N2 est inférieur à N1, donc I2 est supérieur à I1, selon cette même logique. Alors le faisceau, dans ce cas, I2 est supérieur à I1. Alors voici le schéma qui représente ceci. On observe bien que le faisceau réfracté s'éloigne de la normale. Regardez cet éloignement.
Voici la direction initiale et voici le faisceau réfracté. Donc, il y a éloignement de la normale et c'est ce qu'on va utiliser directement si c'est N2 supérieur à N1, le faisceau s'approche de la normale, sinon il s'éloigne de la normale.